Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Face Caméra, la nouvelle émission vidéo de Place Grenette d'entretien. Et je reçois aujourd'hui Nathalie Béranger. Alors Nathalie Béranger, vous êtes candidate à l'élection législative sur la première circonscription de l'Isère. Originaire de l'Isère, donc vous êtes une élue de longue date, d'abord comme conseillère municipale d'opposition à Grenoble, puis comme conseillère régionale dans la majorité, donc majorité de droite. Vous présidez par ailleurs depuis 2021 le parc d'événementiel grenoblois Alpexpo. Et donc sur cette première circonscription de l'Isère, elle a longtemps été de droite. Quelles ont, selon vous, été les erreurs ou les causes qui ont participé à ce que les Républicains la perdent et de ce fait, quelles sont les erreurs à ne pas reproduire pour la reconquérir? Déjà, bonjour. Écoutez, première question, je vais y répondre évidemment de manière assez spontanée. Je pense que la sociologie de cette circonscription a changé aussi. Tout évolue, y compris les sociologies sur les territoires. Et puis, je pense qu'il y a eu à un moment donné des querelles dans notre parti politique. C'était l'UMP de l'époque. Aujourd'hui, voilà, c'est le passé. Et je suis tout à fait prête à reconquérir cette circonscription pour la droite, parce que je pense que la droite, elle a fait ses preuves sur le plan national. Les LR aujourd'hui ont des places dans le gouvernement, donc on fait toujours appel quelque part à ma famille politique, en tout cas pour gouverner. Emmanuel Macron l'avait fait déjà auparavant avec des ministres comme Darmanin, et puis là encore aujourd'hui avec un gouvernement Bayrou, on se retrouve avec des ministres LR, donc ça veut dire qu'on sait gérer, qu'on sait faire les choses et qu'on a l'expérience de la chose publique. Pour autant, en juin 2024, les résultats ont été assez décevants pour votre famille politique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas les week-ends qui arrivent, qu'est-ce qui fait que ça pourrait changer et quels sont finalement les leviers à votre disposition pour ce faire? Moi, je pense que c'est une élection aujourd'hui qui est partielle, par définition, et donc isolée. Elle est vraiment à déconnecter d'une dynamique nationale, évidemment. Donc je pense que la personnalité des candidats aura plus d'importance aujourd'hui que l'étiquette. L'étiquette a toujours de l'importance. Évidemment, on sait où on va, ça donne une ligne de pensée, de valeur, une étiquette politique. Donc elle est indispensable. Pour autant, je pense que je suis la candidate la plus connue sur la circonscription, parce que comme vous l'avez dit, ça fait 20 ans que je suis investie sur ce territoire, que je suis une élue de terrain, et c'est la raison pour laquelle je pense que voilà, j'ai toutes mes chances dimanche prochain. Vous avez d'ailleurs déclaré lors de l'annonce de votre candidature que le jeu était, donc je cite, complètement ouvert. En quoi l'échéance qui se profile est-elle si différente comparée à la précédente? Qu'est-ce qui, selon vous, justifie un tel optimisme, au-delà de ce que vous venez de nous dire à l'instant? Mais c'est pas un optimisme béat, moi voilà, c'est l'investissement au bout d'un certain temps sur le territoire. Moi, vous savez, quand je brigue un mandat, c'est pour me donner les moyens de faire. Les gens me connaissent, ils savent que une fois élu, je m'assois pas dans le fauteuil et je me dis pas ça y est, j'ai réussi et je regarde passer les trains. C'est pas du tout mon ADN. Moi, c'est vraiment faire. Donc voilà, ils me connaissent et je pense que j'ai toutes mes chances aussi grâce à cela, grâce à mon travail. Alors quels seront vos arguments, en particulier face au candidat du Front Populaire, Lies Loufoque, le candidat propulsé donc par la France Insoumise, qui tient absolument à rester aux manettes de la circonscription? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce candidat, ou en tout cas à cette famille politique, et d'une manière plus générale face aux autres concurrents? Écoutez, moi, Lies Loufoque, il s'est présenté en juin dans le Val-de-Marne, il faut quand même le dire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est parachuté sur ce territoire, il ne le connaît pas, évidemment. Et puis à un moment donné, moi je trouve que les partis extrêmes, ils ont voté les motions de censure. Et ça m'a beaucoup gênée. Moi j'aurais aimé que ces partis-là prennent leurs responsabilités. Le gouvernement Barnier, on aurait dû le garder, lui laisser en tout cas plus de temps pour réussir. Et je trouve que voter des motions de censure, c'est irresponsable. Voilà. Parce que le chaos, c'est irresponsable aujourd'hui. Les Françaises et les Français attendent autre chose de la politique et des politiques en général.
Vous incluez le Parti socialiste dans ces... Quand vous dites les extrêmes, parce que ça a été un vote assez large au niveau de la motion de censure, finalement, c'est ce qui a fait que le gouvernement aussi est tombé. Mais pour vous, justement, c'était une faute politique de voter cette motion de censure? Pour le Parti socialiste? Pour les partis qui l'ont voté, en tout cas. Pour les partis, c'est le Parti socialiste aussi qui l'a voté en même temps que, évidemment, LFI. Aujourd'hui, j'ai lu la presse, hein, comme tout le monde. J'ai vu que M. Glucksmann ne soutenait pas le candidat LFI quand même sur cette circonscription. Donc ça y est, ça commence à tirailler un peu. Mais je pense qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Donc c'est un peu la carpe et le lapin, clairement. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la gauche républicaine, je discute. Et on a toujours discuté avec la gauche républicaine. Donc voilà, moi je suis prête à échanger avec eux naturellement. Quel regard vous portez sur la candidature d'Hervé Gerby? Hervé Gerby, donc c'était un candidat, on peut dire de centre droit, qui a été par ailleurs votre suppléant il y a une quinzaine d'années. Comment vous positionnez par rapport à lui? Est-ce qu'il vous a prévenu de sa candidature quand il l'a lancée, avant de la lancer, ou quel positionnement vous avez par rapport à lui? Hervé Gerby, tout le monde est légitime pour être candidat, hein. Moi je le dis, hein. Moi je dis simplement que ma candidature elle est logique, quoi, par rapport à mon investissement passé. Je suis la seule à avoir des mandats locaux sur le territoire, et je pense que pour être député, pour accéder à une députation, la députation, il faut avoir l'expérience de la chose publique. Je l'ai prouvé, j'ai prouvé mon travail. Donc vouloir de suite être député alors qu'on n'a pas de mandat local, je ne trouve pas ça, j'ai envie de dire, logique, parce qu'on le voit à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des élus qui, entre guillemets, débarquent, n'ont pas l'expérience. À un moment donné, l'expérience fait qu'on peut se comporter correctement au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, moi, Hervé Gerby, je l'ai rencontré, il m'a pas dit qu'il était candidat. Voilà, après, il s'est déclaré candidat, il en a le droit, très clairement. Mais une marche après l'autre. Moi, je pense que pour être député, il faut d'abord avoir des mandats locaux. Ça a été une surprise pour vous, cette candidature? Est-ce que vous y voyez aussi un danger, ou en tout cas un risque potentiel d'effritement des voix en votre faveur? Écoutez, moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, c'est difficile à dire. Encore une fois, on est sur une élection législative partielle, donc il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de dynamique nationale, donc c'est difficile de savoir dimanche le résultat des courses, clairement. Mais je trouve que sa candidature, je ne la trouve pas, comment dire les choses. Je ne vois pas pourquoi il s'est déclaré candidat, je ne vois pas pourquoi il est candidat sur cette circonscription-là, comme ça, sans investissement local, sans mandat local, sans... Voilà, je le dis, hein, voilà, c'est peut-être de l'ambition personnelle, je ne peux pas répondre à sa place, hein, oui, clairement. Deux mots peut-être sur votre suppléant, Clément Chappé. Oui, Clément Chappé. Si vous pouvez nous en parler, nous dire pourquoi vous l'avez choisi en tant que suppléant, et quels sont ses atouts voilà, pour vous seconder. Clément Chappé, il est encore jeune, très jeune. Il est président d'Union de quartier à Grenoble. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la ville, malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. C'est un homme d'action aussi. Hein. Il fait ce qu'il dit. Et ça, c'est important. Et c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute des habitants. Moi, je l'ai vu en tant que président d'union de quartier, comme il a réussi à fédérer autour de lui. Et puis, c'est un travailleur, il ne compte pas ses heures. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui, à mon avis, demain, s'il souhaite faire de la politique, il aura toute sa place. Sur Alpexpo, donc on l'a dit en introduction, donc vous êtes présidente de ce parc événementiel grenoblois, qui a connu des difficultés. Alors, je ne sais pas si nos lecteurs s'en souviennent, ils peuvent se référer aux articles qu'on avait fait il y a quelques temps, mais il y a eu effectivement des grosses difficultés financières. Aujourd'hui, le bilan est plutôt positif.
Comment vous l'expliquez alors, et qu'est-ce que vous avez pu en tirer à la fois comme expérience et puis peut-être quelles sont vos ambitions dans ce domaine? En tout cas, c'est une très belle aventure, évidemment collective, mais aussi personnelle. Euh, c'est Alpexpo, c'est gérer une entreprise en fait. Mm. Tout simplement, même si c'est un pacte d'actionnaires publics, hein, puisque ce sont des collectivités qui sont actionnaires, ce sont les collectivités qui sont actionnaires. Mais pour autant, moi j'ai géré Alpexpo avec mon directeur et mes équipes comme si c'était une entreprise privée. Et c'est pour ça que ça marche aujourd'hui, tout simplement. Voilà, on pense aux recettes avant de penser qu'aux dépenses. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de l'année 2024, en décembre 2024, avec 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jamais vu depuis au moins 15 ans à Alpexpo. Donc on a remis la locomotive sur les rails. C'est une réussite, c'est vrai, c'est une réussite. Elle est collective, hein, c'est la gouvernance et ce sont les équipes. Mais voilà, autant vraiment, moi je suis très fière de ce qu'on a accompli à Alpexpo, avec pour l'instant 0 € d'investissement. Hein, c'est pas, voilà. Il y en aura bientôt, puisque je construis l'auditorium dans le parc. On a besoin d'un auditorium de 1000 places minimum qui sera extensible jusqu'à 6000, 8000 places. On n'a pas le choix, il faut le faire, puisque Alpe Congrès pour l'instant est fermé. Hein. Il y a des gros problèmes, il y a des travaux à faire très importants. Donc on construit cet auditorium. Donc je pense que demain, vraiment, Alpexpo sera vraiment remis sur les rails et ça sera une entreprise bénéficiaire. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite, puisque ça fait très longtemps, vous l'avez dit, qu'elle ne l'a pas été. Des erreurs ont été commises par le passé en termes de gestion notamment. Alors, on sait qu'il y avait eu des condamnations de la justice, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu vous disiez tout à l'heure en introduction, ça n'a pas été géré comme une entreprise finalement? Écoutez, moi je n'étais pas au conseil d'administration avant Alpexpo, il y a des élus qui l'étaient. Je ne peux pas vous parler du passé. Le passé, j'ai lu comme tout le monde, le rapport de la Chambre régionale des comptes, avec les recommandations de la Chambre régionale des comptes. On a tout appliqué, toutes les recommandations. On a commencé par ça pendant la période Covid. On a eu 1 an et demi pour le faire, puisque le parc était fermé pendant 1 an et demi. Donc on a commencé par remettre les choses carrées, si j'ose dire. Et après, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires, tout simplement. Pour parler un petit peu du national, vous avez rencontré donc récemment Bruno Retailleau. Et alors, quel a été qu'avez-vous tiré de cet entretien? Qu'est-ce que vous avez pu en retirer? Qu'est-ce qu'il a pu vous dire, notamment sur la sécurité, donc un thème qui est important pour vous, je crois. C'est la raison pour laquelle je suis allée le rencontrer, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, évidemment sur cette circonscription, mais sur l'ensemble du bassin grenoblois, il faut le dire. Bon, voilà. Oui, alors, il m'a reçu 40 minutes. C'est le ministre de l'Intérieur qui m'a reçu 40 minutes. Je trouve que voilà, j'en suis très honorée. Et on a fait une réunion de travail. Ce n'était pas de la communication, c'était vraiment une réunion de travail. Et il m'a fait part de ses propositions. Et ces propositions, elles sont... ce n'est pas de la communication ni des réponses ponctuelles, mais vraiment il veut une réponse globale aux problèmes de sécurité en France. Donc ces propositions allaient dans le sens de tout ce qui est le narcotrafic, tout ce qui est terrorisme, ça resterait dans les compétences de l'État, tout ce qui est délinquance du quotidien, on donnerait plus de moyens au département, parce qu'il estime aujourd'hui que dans chaque département, les choses sont différentes sur la délinquance au quotidien et que c'est important de dissocier les deux. Donc on a la police, on a la gendarmerie, on a le préfet, on a la justice, chaque département. Donc ça peut être géré de cette manière-là, avec évidemment des moyens et des responsabilités aussi sur les départements. Au-delà de la sécurité, quels sont les dossiers que vous souhaitez porter prioritairement à l'Assemblée nationale? Alors, évidemment, la sécurité, évidemment, le pouvoir d'achat, la santé, je pense que c'est important. Après, il y a des professionnels, hein, évidemment. L'égalité aussi entre les hommes et les femmes, hein, parce que ça, j'y tiens aussi. Je crois qu'il y a encore un peu de travail de ce côté-là. Notamment en politique?
En politique, écoutez, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal maintenant. Ça s'est largement amélioré depuis les années 2000, où il y a eu la parité sur les scrutins de liste et puis les binômes départementaux au conseil départemental. Donc c'est vrai que la parité en politique, je pense que le travail a été fait. Même si on peut toujours progresser encore dans les intercommunalités notamment. Vous êtes d'ailleurs présidente d'une association, c'est l'association des femmes élues de l'Isère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et est-ce que cette association, donc elle est je crois apolitique, hein, il y a des membres de tous les partis. Et pourquoi cet engagement et quelle place vous accordez finalement à cette... on a vu que c'était un thème, vous l'avez dit vous-même, qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point justement? Cette association, comme vous l'avez dit, elle est pluraliste. Je préside, mais j'ai 2 co-présidentes, j'ai 2 co-trésorières, 2 co-secrétaires, et à chaque fois on a la droite et la gauche dans les co-présidences, parce que ça vraiment j'y tenais. Nous avons le même objectif, donc on travaille ensemble et on travaille très très bien ensemble, puisque l'objectif est le même. Et je pense que ça c'est important de le dire. Après, la place de la femme dans la société, c'est important pour nous. Il y a la parité en politique, vous l'avez dit. Je pense que là, on a beaucoup progressé depuis les années 2000. Après, vous avez d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on travaille encore. C'est l'égalité salariale dans le privé et dans le public. Dans le public, on y arrive maintenant. Sur le même poste, on a le même salaire. C'est vrai que l'écart a diminué. Dans le privé, on reste encore un écart assez important, donc là aussi il faut travailler sur le sujet, et puis pas de plafond de verre aussi pour les professions. Il faut que chaque femme puisse choisir ce qu'elle veut faire dans la vie et qu'il y ait un accès aussi à toutes les professions. Alors pour revenir sur un sujet un petit peu plus lointain, quoique, comment envisagez-vous la suite pour les prochaines municipales de Grenoble? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? On sait que Éric Piolle, donc, par définition, ne se représentera pas. Et donc, forcément, on peut imaginer, au vu de votre positionnement, de ce que vous avez pu dire par le passé, ou même récemment sur la gestion de Grenoble, que effectivement, c'est un sujet qui vous tient à cœur également. Grenoble, c'est une ville que j'aime, ça c'est sûr. Voilà, parce que je trouve que cette ville est belle. On est entouré de 4 massifs montagneux magnifiques. Je pense qu'elle a un vrai potentiel. On a un CHU, d'ailleurs, qui est sur la première circonscription. On a une université, on a des entreprises tech, on a tout ce qu'il faut sur notre territoire. Je pense que par contre, la ville en elle-même, et effectivement, il faut qu'elle soit accessible, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit... Enfin, tout cela, vous le savez, aujourd'hui, l'accessibilité, c'est très important et on a l'impression que les gens ne veulent plus venir à Grenoble pour tous ces problèmes-là qui sont réversibles, pas irréversibles. Donc, bien sûr que Grenoble m'intéresse, mais je dis pas m'intéresse comme tête de liste, hein, que ça soit bien clair. Faites bien de le préciser. Non, mais je le précise, moi, je veux bien faire partie d'une équipe, voilà. Après, vous dire demain ce qu'il en sera, écoutez, on est à plus d'un an des élections municipales, je sais que ça passe vite, mais vous voyez, en 3 mois, comme les choses ont changé sur le plan gouvernemental, aujourd'hui vous dire dans un an qui sera, avec qui on discutera, tête de liste à Grenoble, c'est compliqué, comprenez-le, et puis je peux pas m'avancer là-dessus comme ça. Non, bien sûr qu'il y aura des échanges entre nous, il y aura des discussions, évidemment. Alors évidemment, il vous serait impossible de donner un nom. Pour autant, est-ce que vous pensez que des alliances seront nécessaires pour remporter cette municipale, le cas échéant, notamment avec le centre-gauche, le centre-droit? Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à ça? Est-ce que vous pensez finalement que votre famille politique pourrait faire cavalier seul, ou est-ce que finalement il faudra faire des concessions pour arracher
Écoutez, il faut toujours maintenir le dialogue, ça c'est sûr. Il y a des personnes avec lesquelles on peut très bien travailler, avec lesquelles on peut discuter sans aucun problème. Nous, aujourd'hui, dans l'opposition municipale, vous le savez, le président du groupe, c'est Alain Carignon. Le travail qu'il fait au quotidien pour la ville est très, très, très important, si j'ose dire. Donc, on a vraiment une vraie vision de ce qu'on veut pour Grenoble demain, clairement. Donc, on a des oppositions qui travaillent. Voilà, je pense qu'après, il faudra ouvrir le dialogue, tout simplement, quoi. Très bien. Nathalie Béranger, merci. Un dernier mot peut-être pour nos lecteurs sur ce que, si vous souhaitez leur exprimer quelque chose avant l'élection de ce week-end et du prochain. Bah, écoutez, moi, voilà, les électeurs, les électrices me connaissent. Ils connaissent le travail, mon investissement. Ils savent que je suis passionnée par ce que je fais. Je brigue un mandat, moi, pour faire les choses, pour construire, pour agir, tout simplement. Et je sais mettre le curseur au bon endroit parce que je suis quelqu'un d'expérience. Je sais ce que c'est que la responsabilité. Voilà, donc évidemment que je demande donc aux personnes qui nous écoutent de voter pour moi dès le 12 janvier. Merci. Merci à vous.